Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sage. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, Il était une fois un livre reçoit Jean-Louis Quatrieux qui vient nous parler, nous présenter le deuxième volume du rêve d'Alejo Carpentier, édité aux éditions Apogée. Bonjour Jean-Louis Quatrieux. Bonjour. Donc après le premier volume qui s'intitulait Quabana, là le deuxième est sous-titré Orinoco. D'où vient ce nom Orinoco. Présentez-nous. Orinoco, c'est Quabana, c'était le mot amérindien qui désignait Cuba. Et paraît-il, puisque c'est encore en débat, mais bon, c'est pour ça que je l'avais choisi. Et Orinoco, c'est l'Orénoque, bien sûr, c'est un des grands fleuves d'Amérique latine, celui qui a fait rêver beaucoup d'explorateurs, qui restait mystérieux pendant très longtemps, en particulier pour sa source. Et c'est un des grands fleuves. Alors, il y en a plusieurs grands fleuves, bien sûr. Il y a l'Amazone, il y a le Caroni, il y a beaucoup de grands fleuves. Mais l'Orénoque était... en plus, ça sonne bien, je trouve, comme nom. Donc, il a une connotation un peu romanesque. Oui, absolument, oui. Et puis... exotique. Il y a un mystère, là, très clairement. Et donc, comme c'est le temps que va passer Alejo Carpentier au Venezuela, et que c'est un pays que j'ai connu et que j'aime beaucoup, et que je souffre aujourd'hui de voir dans la situation dans laquelle il est. Et donc, tous ces éléments-là, évidemment, m'avaient beaucoup intéressé pour cette partie, pour retracer cette partie de la vie d'Alejo Carpentier. Alors c'est vrai que ce deuxième tome, il est vraiment centré sur les années vénézuéliennes d'Alejo Carpentier. Est-ce que vous pourriez dire, au-delà de votre amour pour le Venezuela qui a pu influencer peut-être ce volume dans le sens où ce ne sont que les années justement vénézuéliennes d'Alejo Carpentier, est-ce que, en ce qui le concerne lui, on pourrait dire que ces années ont été charnières dans sa vie? Oui, tout à fait. Alors, il a eu, évidemment, ce qu'on retrouve dans Quabana, ce sont des moments très forts de sa vie aussi, puisque tout jeune, il a été obligé de fuir Cuba, avec l'aide de Robert Desnos d'ailleurs, et il s'est réfugié pendant une dizaine d'années à Paris, et c'est là où il a tissé tout un tas de liens avec les grands écrivains, les musiciens, les peintres qui vivaient à l'époque à Paris. Quasiment tout le monde entier était à Paris dans ces années 30, fin des années 20 et les années 30. Donc il y a eu quand même des moments forts dans sa vie, mais celui-là au Venezuela a eu, à mon sens tout au moins, la force de lancer son œuvre littéraire. Il avait très peu écrit jusqu'alors. Là, on parle de la période qui va de 1945 à 1959. Il avait très peu écrit auparavant. Un petit roman qui s'appelait Equiyambao, qui a été publié en Espagne, mais qui n'avait pas eu un écho considérable. Et puis un autre volume sur la musique à Cuba, qui lui avait eu un écho plus fort, mais qui n'était pas de la littérature telle qu'on l'entend à travers le roman ou les récits. Et donc, il est parti au Venezuela pour vraiment écrire son œuvre. Et il va réussir à le faire. Et c'est dans ce sens-là qu'il y a une force extraordinaire pendant ces 15 ans au Venezuela. C'est vrai que quand il était à Paris, on sentait vraiment son désir et son rêve de devenir écrivain, un véritable écrivain, et pas
qu'un journaliste, parce que auparavant c'était surtout une activité de journaliste radio qu'il avait. Oui, absolument. Journaliste aussi en revue, dans l'écrit, mais ce qui lui a permis de vivre à Paris, c'est les radios. Et en particulier le fameux Fantomas qui va lui ouvrir tout un tas de portes d'accompagnement musical, etc., qu'il fera toute sa vie, y compris d'ailleurs au Venezuela. Et donc, oui, là, il y avait non seulement ce désir d'écrire et d'être reconnu comme écrivain, mais il y avait encore quelque chose de plus fort pour lui, c'était de renouveler la littérature. Alors, bon, il est arrivé à un concept qui était le réel merveilleux. Il était un peu partagé avec d'autres aussi, je pense. Hein. C'était dire, voilà, le nouveau monde est capable aussi de créer sa propre culture, sa propre démarche artistique. Des nouveaux codes. Voilà, des nouveaux codes. Et c'était son désir le plus fort. Est-ce que sa jeunesse... alors c'est vrai qu'Aléro Carpentier a eu un petit peu comme une double culture, dans le sens où il avait une vraie culture d'intellectuel, mais aussi avec ses fréquentations de quand il était jeune, une culture aussi populaire avec le fermier, là, Yamba. Yamba, oui. Et peut-être que ce mélange des deux cultures a pu influencer son désir par la suite de ce réel merveilleux, quoi. Oui, absolument, oui, je pense que c'est parce que quelque part il était aussi un métis culturel qui voulait avoir justement cet élan vers une culture métissée, originale, forte aussi, qui s'écoutent, s'entendent, se lisent aussi bien et aussi nettement que tout ce que pouvait créer l'Europe à l'époque. Alors il y a des personnages comme ça qui l'ont marqué, effectivement. Il y a Yamba qui est le versant ancien esclavage, métis aussi, à la fois d'Indiens, enfin de Chinois et puis d'Africains. Il y a Cibran qui est plutôt de racines espagnoles, quelque part, qui est un fou de José Martí. Lui, c'est un bibliothécaire. C'est un bibliothécaire, oui. Ça c'est dans Coaban, on les retrouve encore dans Orinoco. Donc il y avait ce versant à la fois l'histoire, à la fois les traditions africaines qui se mélangeaient dans des métissages souvent compliqués d'ailleurs. Mais il avait une deuxième, et l'Europe, hein, bon, alors c'est dans un autre volume qu'on n'a pas évoqué encore, là, qui est de la Bretagne à Cuba, où j'avais tenté de retrouver sa généalogie qui me ramenait en Bretagne, hein, c'est aussi un des facteurs qui m'attirait chez Aléro Carpentier. Parce que donc son père serait voilà, d'origine bretonne. Ah, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. C'est sûr maintenant, oui, tout à fait. Et sa mère était russe. Donc il avait, je dirais par sa famille même, un métissage assez extraordinaire. Musicienne, sa mère était russe, oui, alors musicienne. Ça, encore un autre volet, c'est qu'il a baigné dans la musique. Et d'ailleurs, il en fera son activité à la radio pour trouver justement des accompagnements musicaux à des textes, à des pièces de théâtre, etc. Il aura même composé lui-même, pas des opéras, pas de grandes œuvres, mais des petites choses qui montrent bien qu'il allait loin dans ce domaine-là aussi. Alors, il était même reconnu un peu comme presque un musicologue, quoi. Ah oui, tout à fait. Non. Ça allait au-delà de la pratique musicale simple. Oui, tout à fait. Il a fait des petites créations dans ce domaine-là. Et donc, non, il avait une culture absolument fantastique. Dès le départ, quoi. Dès le départ, oui. Probablement. Mais il avait pratiqué la musique avec sa mère en particulier. Et là aussi, c'était toujours se dire, entre la musique classique d'origine espagnole qu'il avait connue à Cuba,
Parce que Musica en Cuba, ça remontait au XVIIe siècle, etc. C'est à la fois l'histoire de la musique espagnole amenée à Cuba qu'il avait fait. Et donc, là encore, c'était pareil, c'est-à-dire il était très attaché à de la musique novatrice d'Amérique latine, qui était capable de dépasser, je dirais, ces musiques plus classiques, etc., et d'emporter en même temps l'émotion, etc. Donc il avait, quel que soit le volet par lequel on l'aborde, un double chemin souterraine. Oui. Oui, et puis la musique, c'était aussi la musique populaire, des instruments des instruments moins classiques avec yamba, tous oui, oui. Alors on le retrouve d'ailleurs dans Orinoco, puisque sa grande expédition dans la jungle, dans la forêt, est pour rechercher les instruments de musique des Premières Nations indiennes. Donc cette quête avec à la fois la littérature et la musique, elle est permanente chez lui. Oui, c'est vrai qu'on sent dès le départ. Alors, c'est vrai que quand il était jeune, quand on voit sa formation, en fait, je suis étonnée de constater qu'aujourd'hui, c'est un auteur qui n'a pas autant d'éclat que d'autres auteurs latino-américains, finalement. Il a un parcours d'une richesse incroyable. Et sa postérité n'a pas été aussi éclatante que d'autres latino-américains. Là, on touche aussi au problème de la mémoire, c'est-à-dire quelle mémoire, finalement, au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Aléro Carpentier est décédé en 1980, donc ça fait 40 ans maintenant. Et on entend parler de Garcia Marquez, on entend parler de Vargas Llosa, qui sont des prix Nobel. Et Aléro Carpentier aurait dû être prix Nobel. Il avait eu le prix Cervantes, et en général, le prix Cervantes est une étape vers le prix Nobel. Oui, pour les écrivains de langue espagnole. C'est une étape vers le prix Nobel, en fait. Et donc, il aurait eu le prix Nobel, je pense. Est-ce que ça aurait changé l'aura qu'il a peut-être perdu aujourd'hui? C'est toujours difficile de le dire. Mais il reste quand même très, très présent. Quand on regarde les travaux autour de son œuvre, on trouve toujours beaucoup de recherches qui se font pour mieux comprendre, en fait, les concepts qu'il mettait en avant de réel merveilleux en particulier. Et évidemment, sa réputation en Amérique latine est toujours très, 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 très grande. En fait, c'est plus en Europe que sa notoriété a été moindre. Parce qu'en Amérique latine... Elle a été forte dans les années 50, 60, oui, mais je voulais 70. Dire, encore aujourd'hui, je veux dire, c'était par rapport à aujourd'hui. Et il est considéré comme le précurseur des grands mouvements littéraires latino-américains. Mais c'est vrai que il a peut-être... les lecteurs ont peut-être pris de la distance vis-à-vis de lui, parce qu'il y a eu aussi une seconde vague avec les grands noms que je citais juste avant, quoi. Donc là, c'est un petit peu une manière de le remettre en lumière. Oui, tout à fait. Je pense que... Et puis, en plus, je crois que son œuvre mérite d'être bien sûr. relue aujourd'hui. Il y avait, c'est sûr, un lien un peu particulier que j'avais avec lui, du fait de ses racines bretonnes. Voilà, mais non, c'est un personnage qui vraiment a été vraiment important. De par son parcours, et c'est presque romanesque en fait. Il a quand même un parcours
très étonnants, voyageurs, enfin avec le Cuba, la France, toujours à des moments clés de l'histoire culturelle de l'époque, quoi. Oui. Donc, oui, puis il a été un catalyseur de beaucoup d'artistes en même temps. Donc, non, c'est un grand monsieur. Donc c'était tout à fait légitime de le sortir de l'ombre. Ah, je crois, oui. En plus, avec des moments très forts du point de vue de la découverte de son continent, finalement. Parce qu'une des choses qui je crois, il avait envie de partir de Cuba, parce qu'il trouvait que Cuba, là on est en 1945, était trop petit, quelque part. Et il avait besoin d'un vrai continent, d'un grand continent. Et donc c'est là qu'il avait besoin de cette dimension. Je dis quelque part, je ne sais plus à quel endroit, quelque chose qui dépassait l'humanité. Et il va le trouver justement dans cette Amazonie, autour des grands, ce qu'on appelle les tepuis, qui sont des sortes de grandes tables montagneuses qui sont coupées comme si elles avaient été des coupées. tables de géants. Des tables de géants, et il avait besoin de ça, de se mettre à ces tables-là pour écrire. On recherche un petit peu de grandiose, quoi. Oui, de quelque chose qui dépasse l'être humain quelque part. Hein. Donc, bon, il avait besoin de ça. Il avait besoin de ça pour écrire. Je crois qu'il l'a trouvé. Finalement, c'est ça qui est bien. Bon, mais écoutez, on va rester sur les tepuis pour aujourd'hui. Oui. On va laisser place à un petit peu de lecture, comme le veut le format de l'émission. Et nous, on se retrouve demain, parce qu'il y a encore plein de choses à dire sur Aléro Carpentier. À demain. Jean-Louis Quatrieux, Orinoco. Miguel Otero nous faisait des grands signes de l'autre côté de la rue. Une jolie femme dans un ensemble à fleurs le tenait par la taille. Brune, cheveux bouffants, visage arrondi, fossette au menton. Le temps de traverser, un vigoureux abrazzo entre nous et les présentations réciproques de nos compagnes. Andrea Esteban Hierro, Maria Teresa Castillo. Presque 10 ans que je n'avais pas vu Miguel. Depuis Paris, en fait. Physiquement, aucun changement notable, enfin... Si, un peu, les cheveux simplement plus dégarnis sur le haut du crâne. Nos correspondances, plus fréquentes ces derniers temps, m'informaient de ses démêlés journalistiques et politiques avec le président Medina. Nous avions nombre de choses en commun, dont la passion pour la littérature. Son roman, Fiebre, retraçait les soulèvements étudiants de 1928 et j'aurais pu le reprendre in extenso à mon compte pour Cuba. Nous partagions surtout la même expérience de la prison et de l'exil dont il avait souffert, je crois plus que moi. Une longue parenthèse entre l'Espagne et la France où nous nous étions plusieurs fois croisés, puis à peine rentrés au Venezuela, une nouvelle expulsion suite à un décret du général López Contreras, alors au pouvoir. De nouveau, des années d'errance en Colombie, au Mexique, pour finalement retrouver aux États-Unis un autre compagnon de lutte, persona non grata lui aussi, Romulo Gallegos. Le destin de centaines d'intellectuels à l'époque, dont beaucoup sont sortis brisés. Lui, non. Il faisait partie des gens que rien ne pouvait abattre. Il m'avait raconté le lancement contre vents et marées en 1943 du journal El Nacional avec son père. C'était hier et il atteignait un tirage aujourd'hui équivalent à son concurrent conservateur, El Universal. Malgré ses déboires, son opinion sur la politique restait mesurée. Il lui arrivait de reconnaître dans les pouvoirs successifs quelques mérites sur le plan de l'éducation, de la santé ou en termes de développement économique. Quand je lui faisais part dans mes lettres de mon étonnement, il me rétorquait que l'ancien président Contreras, par exemple, avait accueilli des juifs, libéré des prisonniers condamnés pour délit d'opinion, rétabli la liberté de la presse. Il y avait là toute l'ambiguïté des systèmes autoritaires, prêts à céder momentanément sur certains points pour mieux assurer leur domination demain sur tous les autres.
J'ai réservé une table dans la Posada San Miguel, toute proche. Une parilla, ça vous ira? San Miguel? Je savais que ça allait t'amuser. La commande passée, avec en pièce maîtresse un vin d'Uruguay conseillé par le serveur, je l'interrogeais sur son voyage. Un colloque international sur la presse. Je représentais El Nacional. Une bonne occasion d'échanger sur les conditions de travail des journalistes un peu partout dans le monde. Des témoignages forts, une magnifique exposition de photos de Robert Capa lors de la libération de Paris. Le général Leclerc refusait les reporters, mais les gars de la Nueve, des Espagnols, les premiers à entrer dans la capitale, voulaient lui rendre hommage pour son travail pendant la guerre d'Espagne et ils sont passés outre. Heureusement. Tu connais Robert, je sais, alors imagine-le filer le parfait amour avec Ingrid Bergman. Peut-être va-t-il la suivre à Hollywood et faire carrière dans le cinéma. Tu as vu d'autres amis ? Pas vraiment. Raphaël Alberti se trouve en Argentine, José Bergamin au Mexique, Luis Cernuda en Angleterre. J'ai frappé son succès à la porte de l'atelier de Picasso, au Grand Augustin. Sais-tu qu'il a adhéré au Parti communiste ? Selon les potins en circulation, Man Ray parlait de se retirer à Tahiti. Malraux s'est attaché à De Gaulle et je le vois bien dans son gouvernement un jour ou l'autre. Tu m'as dit avoir vu Hemingway à Cuba ? Mais connais-tu son dernier exploit ? Il fait les gorges chaudes à Paris. Autoproclamé général des forces françaises de l'intérieur. Il a réussi à libérer le bar du Ritz. J'espère pour lui qu'il restait quelque chose à boire. Rien ne me surprend plus chez M. Il construit sa légende. Le serveur surgit à ce moment-là. Attention, reculez-vous un peu, c'est chaud. Je pose le grill au milieu. Je vous amène les légumes et le vin tout de suite. Au menu de la parilla, des travers de porc, une côte de bœuf, des chorizo accompagnés de yuca, d'aliaquitas, de maïs, de salade et surtout d'une savoureuse sauce guasacaca mélangeant avocat, ail et oignon, persil et piment. Qu'ajouter ? Le débat sur l'épuration se poursuit avec Éluard et Aragon aux commandes. Règlement de compte, dossier à charge, justice expéditive, tout y est passé. Brasillac fusillé, Drieux-La Rochelle suicidé, Céline en fuite au Danemark. La plupart des collaborationnistes de moindre envergure tentent de se faire oublier en chassant les papillons. Ils sentent le soufre. Sartre se fait plutôt discret car ses pièces, Les Mouches et Huis clos, ont été présentées en public avec l'aval des nazis. Les éditeurs sont aussi sur la sellette. Le tout Paris littéraire en somme. Quant aux résistants de la dernière heure, ils crient plus fort que les autres et cherchent leur place à table. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Nous sommes de retour sur Fréquence 8. Donc cette semaine, c'est avec Jean-Louis Quatrieux qui est venu nous présenter le deuxième tome du rêve d'Alejo Carpentier qui s'appelle Orinoco et qui est édité aux éditions Apogée. Bonjour Jean-Louis Quatrieux. Bonjour. Donc ma première, quand j'ai lu ce deuxième volume, ce qui a été un petit peu où il a fallu un peu s'accrocher, je dirais, c'est plus dans l'ambiance. Dans le premier tome, c'est pour nous lecteurs français, on se retrouvait un petit peu en terre inconnue avec tous les grands noms de la littérature ou de la vie culturelle parisienne de Montparnasse de l'époque, alors que là, au Venezuela,
j'avoue qu'il n'y avait pas beaucoup ou de peintres ou de grands noms qu'il semble rencontrer qui nous sont familiers finalement. Là, ça a été un bain de culture vénézuélienne assuré. Oui, c'est quelque chose qui m'a occupé en fait aussi, et qui m'a amené à plusieurs types de réflexions. Alors la première, c'était de dire finalement, qu'est-ce que nous connaissons du monde? Il y a chez nous, on a des personnages qui ont fait l'histoire. Il y a des inconnus aussi qui l'ont faite bien souvent et qui ne sont pas cités évidemment. Mais il y a quand même des personnages qui ont quelque part joué des rôles particuliers et qui font partie de notre mémoire, je dirais, qui sont chez nous, qu'on connaît, dont on entend parler de manière qu'on apprend à l'école aussi. Et puis, mais pour le reste du monde, quels sont dans un pays donné les personnages qui ont construit ces pays, qui ont aussi imprégné de laissé leur empreinte dans l'histoire? On s'aperçoit qu'on ne connaît pas grand-chose en fait. Et donc, en écrivant ce livre, c'est en même temps, quelque part, une manière de dire qu'on peut pénétrer dans d'autres histoires qui sont aussi déchirantes, aussi heureuses parfois que la nôtre, et qu'il n'y a pas de raison qu'on n'aille pas à la découverte finalement de cette histoire des autres. Donc c'était alors je savais que alors ayant vécu au Venezuela, il y a certaines grandes figures artistiques qui avaient un écho pour moi, bien entendu. Mais c'était aussi une manière de dire peut-être que là il y a matière de découverte, de rencontre. Donc j'espère que le livre sera aussi donnera cette occasion d'ouvrir ces chapitres du Venezuela. C'est une véritable immersion dans la culture du Venezuela, oui, à tout niveau. Enfin, je veux dire que ce soit... Au niveau politique, au niveau économique, au niveau artistique, bien entendu. Même s'il est beaucoup moins impliqué dans la vie politique et que lui, il se concentre davantage sur son activité, toujours de son rêve de devenir écrivain, et que la politique est peut-être plus en marge que, par exemple, dans le premier tome où on l'avait retrouvé durant la guerre d'Espagne. J'avais l'impression qu'il était quand même peut-être plus impliqué, peut-être par ses relations, où il y avait une conscience politique plus marquée. Là, on sent qu'il se concentre davantage sur son activité d'écriture. Oui, d'une certaine manière, c'est vrai, mais en même temps, il va rester quand même très... le contexte politique avec les différents coups d'État qui vont avoir lieu vont pas le laisser évidemment indifférent. Alors c'est vrai que il aura peut-être cette retenue de dire je ne suis pas dans mon pays et donc si je peux aider, j'essaie d'aider, en particulier lorsque les dictatures vont chuter, mais à chaque fois pour des périodes relativement courtes malheureusement. Donc il va rester très proche de ses amis et aider, je crois, autant qu'il pourra, mais il ne sera pas impliqué politiquement au sens de manifestations, de déclarations, de manifestes publics dans la presse ou à la radio. Il est plus en marge en fait, quoi. Il est plus en retrait, oui, par rapport à la première période où il était directement à Cuba, en cause lui-même, c'est-à-dire où il a fait de la prison d'ailleurs. Voilà, donc là, il sera un peu en retrait.
Bon, Peut-être... il va y avoir quand même à la fin une rencontre. Oui, on y viendra effectivement à la fin, mais peut-être aussi que un journaliste se retrouve peut-être beaucoup plus de fait dans l'actualité économique et politique qu'un écrivain quand il était à Cuba ou même encore dans les années 30 à Paris, il était plus avec cette casquette de journaliste, où là, on est dans l'actualité, quoi. Oui, alors c'est vrai que quand il était en Europe, il aura suivi la guerre d'Espagne, il aura fait des articles sur la guerre d'Espagne qui auront cette connotation d'engagement, quelque part. Plus tard dans sa vie, il fera aussi un peu la même chose au Vietnam, par exemple. Mais là, on est en dehors de la période qui est couverte par Orinoco. Il va beaucoup écrire quand il va être au Venezuela dans les journaux, en particulier dans El Nacional, parce qu'il a une tribune régulière, mais qui est une tribune essentiellement littéraire et artistique. Donc, il n'y a pas cette notion d'engagement pendant les 15 ans qu'il va passer là. C'est tout à fait juste. Beaucoup moins que quand il était à Paris ou quand il était à Cuba, quoi. Tout à fait, tout à fait. C'est très étonnant quand... alors, pour lui, qui était quand même quelqu'un d'engagé, donc, il arrive au Venezuela vers 1945, Oui. Et il se retrouve à travailler dans une agence publicitaire. Oui. On se dit, pour quelqu'un qui était quand même, qui a une formation intellectuelle, littéraire, enfin, il a dû se retrouver, d'ailleurs, on le voit dans ce livre, complètement en décalage par rapport à l'état d'esprit d'une agence publicitaire. Ça a dû être difficile quand même pour lui. Oui, alors là, il s'en plaint, d'ailleurs, et je retraduis ça dans le roman de multiples fois. Alors, il y a plusieurs choses, plusieurs manières de regarder ça. Alors d'abord, c'était une proposition qui lui était faite et qui était liée au fait à son expérience à la radio. Elle était évidemment recherchée, à la fois quand il est revenu d'Europe en 1939 pour Cuba, où là il a repris une activité de radio, je dirais, un peu comme celle qu'il avait à Paris. Et il revenait de Paris avec cette image d'un grand professionnel de la radio. Et c'est un peu pareil au Venezuela, à travers cette agence qui va lui proposer finalement de monter une émission sur le savoir, c'est-à-dire un petit peu comme la question des 1000 francs à la radio, où on essaie finalement à travers ce genre d'émission de forcer un peu les gens à réfléchir, à se cultiver, à jouer aussi avec ça. Et donc il va monter cette émission avec des personnages. Alors là, c'est pas le jeu des 1000 francs, puisque ce sont des questions qui sont posées par les auditeurs à un panel d'intellectuels, je dirais, avec des profils différents, économistes, sportifs, écrivains et autres. Et donc, c'est une espèce de colle, en fait, avec des prix que l'on gagne. Donc, cette démarche éducative du grand public, évidemment, il était très sensible à ça. Mais en même temps, l'agence, évidemment, avait un rôle publicitaire, et là, ça lui plaisait beaucoup moins, parce que on vendait du vent un peu, donc des objets qui ne sont pas forcément utiles. Donc il s'en plaignait beaucoup. Alors ça, c'est vrai. Moi, je l'ai mis en scène, bien sûr, mais cette... Il avait du mal un petit peu avec ses collègues à l'esprit un peu étroit. Voilà, exactement. Et c'est vrai que mais il avait en même temps une chaire à l'école des Beaux-Arts. Donc il avait en même temps je dirais une soupape. Et voilà, une autre mission avec des jeunes étudiants, etc. Donc
Donc il trouvait certainement un équilibre à la fois entre sa volonté d'écrire d'un côté, un métier qui lui donnait de quoi manger aussi, hein, et puis une chaire qui lui permettait de rencontrer et de former les jeunes esprits du moment, quoi. Et c'est vrai que après-guerre, au Venezuela, en matière d'éducation, tout était à faire. Oui. Et peut-être que pour lui, cette émission, on va dire ce jeu des 1000 francs, c'était un défi de vouloir mettre la culture à la portée du plus grand nombre. Ah, exactement, ça a été toujours quelque chose qui... D'ailleurs, jusqu'à la fin de sa vie, il aura il se sera donné cette mission. Quand il retournera à Cuba après le Venezuela, il va justement occuper des fonctions autour de l'éducation, autour de la culture, non, c'est vraiment quelque chose qui lui tenait à cœur, ça, et qu'il aura réalisé. Et en sachant qu'à l'époque, le média le plus populaire, le plus implanté, c'est la radio, quoi. Ah oui, il n'y avait pas encore tout à fait la télévision. Elle allait arriver, et donc son émission d'ailleurs de radio sur le savoir va basculer à un moment donné à la télévision. Et bon, lui dira qu'il n'était pas forcément le mieux placé pour porter une image attractive, je dirais, à la télévision. Mais oui, non, c'était la radio, et pendant longtemps, et encore aujourd'hui, la radio joue un rôle considérable. Oui, encore aujourd'hui. Oui. Même si, bon, la télé a pris beaucoup plus de place qu'à cette époque, mais là, c'est vrai qu'il est... Pour les slogans publicitaires en particulier. Ça, oui. Mais alors, à la fois, il s'est retrouvé au Venezuela à une époque où les régimes politiques se succédaient un petit peu. C'était très, très mouvementé. Oui. Ça a dû, pour lui, ça a dû ne pas être naturel de ne pas s'impliquer comme il avait pu le faire avant, quoi. Oui. Oui, parce qu'il y avait de la matière à ce moment-là, quoi, dans les années 45. De manière marginale, de manière aussi un peu souterraine. Donc, son rôle était en même temps un peu de celui qui invitait des gens de l'extérieur pour justement qu'ils voient et qu'ils soient aussi des relais d'information pour l'étranger. Donc, évidemment, il avait des relations qui remontaient à ses années parisiennes. Et donc, il y a beaucoup de grands noms, que ce soit écrivains, musiciens ou autres, qui sont venus au Venezuela parce qu'ils étaient invités par Alejo Carpentier, et qui en même temps servaient de témoins, quelque part. Une implication indirecte, voilà, quoi, de relais. Une manière d'opérer aussi contre ce pouvoir dictatorial. Et de faire connaître les réalités quotidiennes des gens, oui. Des gens, quoi. Et toujours avec cette volonté aussi d'élever le niveau de culture, le niveau éducatif. Donc tout ça était très cohérent au film. Oui, avec des supports différents, que ce soit la radio, les journaux ou la littérature, mais toujours dans cette volonté d'informer et d'éduquer, quoi. Voilà. Belle mission. Oui. Bon, eh bien, on va quitter Alejo pour aujourd'hui, et puis mais on le retrouvera demain, puisque nous avons encore 3 jours à passer ensemble. Je vous dis à demain. Ce sera avec plaisir. Jean-Louis Quatrieux, Orinoco. Radio Caracas a joué un rôle déterminant dans notre intégration et, en premier lieu, Ricardo Espina, son directeur. Sourire chaleureux, diction parfaite, longue mèche égarée sur son crâne, il tenait d'une main ferme la maison. J'appréciais de me mêler à des directeurs d'orchestre, des chanteurs d'opéra, des acteurs de cinéma, des jeunes écrivains. Toute la faune artistique, intellectuelle et populaire du pays passait par Radio Caracas à un moment ou à un autre. J'y trouvais surtout la même passion
et la même effervescence qu'à Cuba. Les sollicitations des responsables de département, comme Thomas Henriquez pour les radioromans, se mirent à pleuvoir dès mon arrivée. Que pensais-je des ombres de l'autre ? Toi aussi, tu es ma fille ? 4 heures avant de mourir ? L'auteur qui trouvait grâce à mes yeux ? Un Cubain, Félix Queignet, dont les œuvres étaient diffusées partout en Amérique latine. Le droit de naître que les gens écoutaient presque religieusement en faisait partie. Les journalistes, en charge des informations, comme le célèbre Réni Ottolina, me demandaient mon opinion sur leurs prestations. Alfredo Sadel, une voix de ténor, chantait à gorge déployée dans les couloirs son boléro des Esperanza ou son paso doble El Diamante Negro. Un fan du tanguero Carlos Gardel, au point de supprimer plusieurs lettres à son vrai nom, Sanchez. Je m'amusais d'entendre les histoires de Tamakun et de son musculeux Ali Yabor racontées sur un rythme frénétique par Aureliano Barrios. Je me souviens encore de passages me rappelant Fantomas. Là où la douleur déchire, où la misère opprime, où le malheur envahit, où le danger menace, il y aura Tamakun, le vengeur vagabond. Suspense, piège, peur, émotion, trahison, fondus musicaux à l'unisson. Aucun doute, les ressorts dramatiques étaient partout les mêmes. Il y manquait juste le rire sardonique d'Antonin Artaud, si précieux pour notre Fantomas parisien. En comparaison, Ars me donnait l'impression d'une maison fade, aseptisée. Le business lui sortait par tous les pores. Là, les slogans publicitaires, les rendez-vous avec les annonceurs, les négociations budgétaires, les réunions de brainstorming, les pauses, le temps d'un flash avec les personnalités économiques et politiques en visite. Toute l'équipe, très professionnelle par ailleurs, tournait autour des mêmes sujets. Comment faire mieux ? Comment faire plus d'argent malgré une concurrence de plus en plus féroce ? Des chiffres, toujours des chiffres, rien que des chiffres. Le niveau culturel s'avérait affligeant. Et quant à ceux en charge des messages publicitaires, que ce soit des textes ou des graphiques, inutile de dire que l'imagination n'était pas leur fort. Chacun y allait de son couplet sur les produits survitaminés, les pilules contre la douleur, les sirops pour la toux, les onguents pour la peau, les cigarettes Philip Morris, le rhum Pampero, le Coca-Cola. Je devais supporter Heinz, la tomate au cœur. Sans la Rolex, pas de temps pour vivre. Qu'attendez-vous pour goûter la saveur de la mayonnaise Kraft ? La bière Polar, la seule qui n'a pas de prix. Parmi les gros annonceurs, la General Motors lançait une réclame claquante entrecoupée de pauses. Chevrolet, Pontiac, Oldsmobile, Buick, Cadillac, Opel, Vauxhall et les camions GMC présentent. Elle Nationale et la presse écrite en général n'étaient pas en reste. Je fermais les yeux en soupirant et je préférais me réfugier dans le choix des musiques d'accompagnement. J'avais choisi pour le torneo quelques secondes de l'ouverture de la Gazza Ladra de Rossini orchestrée par Toscanini que j'aimais particulièrement. Un vrai gâchis, puisque personne ne la reconnaîtrait jamais. Je crois bien, lors de mon long séjour chez Ars, avoir épuisé toutes mes réserves de musique classique. Et comment me satisfaire de ce mélange incongru entre banalité mercantile et chefs-d'œuvre musicaux ? Heureusement, ma chère à l'école des arts plastiques me réconciliait avec moi-même. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mère, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mère, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.
Bienvenue sur Fréquence 8, cette semaine avec notre invité à l'honneur, donc Jean-Louis Quatrieux, qui est venu nous présenter, parler autour du deuxième tome de son rêve, enfin du rêve d'Alero Carpentier, qui s'appelle Orinoco et qui est édité aux éditions Apogée. Bonjour Jean-Louis Quatrieux. Bonjour Nathalie. Alors, ce qui est étonnant, peut-être que vous avez la réponse, c'est qu'au départ, quand Alero Carpentier est arrivé au Venezuela, il n'avait pas l'intention d'y rester très longtemps. C'était pour quelques semaines au départ. Quelques mois, disons. Ou quelques mois. Et au final, il est resté 15 ans. Oui, ou 14-15 ans. Oui, 15 ans. Oui. Non, c'est 14, enfin oui, entre 14 et 15 ans. Oui, c'est tout à fait étonnant. Je pense qu'il a trouvé, en fait... Alors, quand il est arrivé, il y avait un autre aspect que ses amis lui avaient dessiné, c'est qu'on était dans la période, le pays était dans la période de basculement vers une parenthèse démocratique. Les partis politiques, qu'ils soient chrétiens démocrates ou Action démocratique, s'étaient alliés pour revendiquer justement et pousser à la chute du dictateur de l'époque. Et donc ses amis lui avaient dit que ce processus-là était irréversible et qu'il pouvait venir et qu'il allait trouver un pays qui ne serait pas sous dictature, alors qu'il quittait Cuba sous une dictature. Et donc c'est un des éléments, je pense, qui a joué pour son arrivée au Venezuela. Et comme il y avait une partie d'incertitude, je pense que l'idée c'était de rester quelques mois et de voir après comment les choses avaient évolué. Et donc c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire... Parce que ça a été le Venezuela, mais finalement, donc par rapport au régime politique, c'est ça qui a fait la différence par rapport à d'autres. Il aurait pu aller dans un autre pays d'Amérique latine, finalement. Ah oui, là je pense qu'il pouvait. Alors pourquoi le Venezuela ? Je pense que il avait besoin d'être sur le continent. Alors sur le continent, il aurait pu aller au Brésil, mais bon, il ne parlait pas portugais, je crois. Ou la Colombie. Ou au Chili, retrouver Neruda, etc. Non, le Venezuela, je ne sais pas. Le Venezuela, c'est un très très grand pays. Hein, donc il a à la fois les Andes et l'Amazonie. Donc les deux grands éléments qui font ce continent. Et puis c'est un pays probablement dans lequel tout était à bâtir quelque part. Il n'y a pas la même histoire en Colombie, au Pérou. Le Venezuela finalement est un pays qui était quelque assez part neuf. Vierge aussi, oui, neuf. Et il avait des perspectives de développement économique considérables. Hein. Il les a d'ailleurs toujours aujourd'hui, malgré la situation qu'on connaît. Et donc, bon, je pense qu'il y a multiples facteurs qui ont dû jouer pour son choix, en sachant qu'on a déjà évoqué la volonté qu'il avait de se confronter à un continent et à créer aussi un continent littéraire. Donc, à agrandir un petit peu son horizon, à élargir son horizon, quoi. Tout à fait. Puis là, bon, le continent, l'Amérique du Sud, il avait de quoi faire. Oui, absolument. Alors, c'est dans le deuxième volume, alors autant dans le premier, comme je disais, on a rencontré, il a rencontré et nous a fait rencontrer des grands noms, que ce soit de l'époque surréaliste ou des peintres. Et là, effectivement, c'est l'occasion pour nous, comme vous disiez hier, d'aller découvrir aussi la vie culturelle d'un autre pays. Alors, c'est non seulement un autre pays, mais c'est aussi d'un autre continent, donc
qu'on rencontre pas forcément tous les jours. Ouais. Et là, j'ai découvert un peintre, par exemple, Armando Reverón, que je ne connaissais pas, qui a l'air d'être une figure très atypique du milieu culturel, puisqu'apparemment il vit un petit peu en marge, lui aussi. Oui, tout à fait. Mais il a quand même un lien avec notre continent. Ah, absolument, oui. Alors, il y a des personnages comme ça qu'on découvre sans doute dans le livre qui donnent envie tout le temps de les peindre, finalement, de les faire vivre. Alors, Armando Reverón, c'est un peintre un peu excentrique, mais bon, je pense qu'il y a des très grands peintres qui devaient l'être tout autant, qui vit en bord de mer, pas dans une maison, je dirais, habituelle, maison un peu en bois, ouverte, donc qui donne sur la mer un peu en même temps, qui vit avec une femme qu'il aime et qu'il peint aussi, et qui vit un peu de manière marginale, c'est-à-dire... Bon, quand il a besoin d'argent, il vient vendre ses peintures dans les rues pour 4 sous ou 5 sous. Et en même temps, c'est quelqu'un qui a une réputation de peintre importante, mais qui... je crois que les plus grands peintres, Van Gogh, etc., ils ont aussi eu des périodes justement où ils vendaient leurs peintures pour pas grand-chose. Et Armando Reverón, Alero Carpentier va le rencontrer, bien sûr. Il se trouve qu'il est venu en Espagne et qu'il a eu comme professeur le père de Picasso. Alors, c'est pas forcément avec le père de Picasso qu'il a appris sa peinture, c'est-à-dire qu'il a appris... qu'il a influencé, une originalité de peintre. Mais c'est assez étonnant quand même de voir que, alors que Alero Carpentier connaissait parfaitement Picasso de ses années françaises, de retrouver un peintre excentrique, marginal, au Venezuela, qui avait connu le père de Picasso. Alors on pourrait dire que le monde est petit. Ah, le monde, oui, à ce niveau-là, on peut se dire ce genre de choses, oui, tout à fait. Et alors, là, c'est vrai que c'est les peintres, donc vous en citez d'autres, hein. Il y a Wilfredo Lam. Ah oui, alors là c'est un peintre qui est très, très, très connu, qui est cubain d'origine. Non, il y en a plusieurs. Il y a Diego Rivera aussi. Diego Rivera a toujours été un ami d'Alero Carpentier. Sa compagne était Frida Kahlo. Ce sont des très grands peintres, hein, de renommée internationale. Ils sont dans tous les grands musées du monde, Diego Rivera et Frida Kahlo. Il y a eu une exposition, je crois, de Frida Kahlo il y a 2 ou 3 ans à Paris. Donc, ils sont décédés maintenant, mais non, ça fait partie des très très grandes figures latino-américaines, comme Wilfredo Lam. Je citais tout à l'heure en aparté Cruz Diez, qui est un de ceux qui, avec Soto, qui ont été à l'origine de tout ce qu'on appelle l'art cinétique. Sont des très très grands peintres. Et il n'y a pas de raison que le Venezuela, comme les autres pays, soit à l'origine justement de choses complètement originales qui dépassent largement par leurs échos le côté national. Alors c'est vrai, quand je disais qu'ils étaient moins connus, au niveau international, et peut-être que pour les initiés, effectivement, ce sont des noms connus, comme vous disiez, de renommée. Après, voilà, ce livre n'est pas toujours forcément dans les mains de quelqu'un qui a toutes ces références au niveau de la peinture. Et c'est vrai que c'est l'occasion, justement, d'en avoir. Vous donnez la mission d'Alero Carpentier, finalement. Oui, d'éduquer, d'informer. Tout à fait. C'est pour ça que j'ai rajouté un petit glossaire à la fin qui permet
J'espère au lecteur de se dire, tiens, je vais aller voir un petit peu plus loin ces personnages qui sont cités, évidemment, qui sont... Oui, puis c'est des petites... alors, c'est un glossaire, mais bon, il y a quand même... vous les présentez, vous les contextualisez, enfin, il y a vraiment... ça donne vraiment des points de repère pour la lecture du texte, quand même. Tout à fait. Et puis alors, il y a des gens qui ont eu justement la même fibre un peu qu'Alero, qui sont battus pour la liberté de la presse, pour la culture, pour la création de théâtre. Je pense en particulier à Maria Teresa Castillo, qui était l'épouse de Miguel Otero, qui a été une grande figure, justement, impulsant ce mouvement vers non seulement l'éducation, mais les arts. Ce sont des noms qui ont encore un sens au Venezuela aujourd'hui, bien entendu. Et puis alors, il y a une partie du glossaire, je ne sais pas si vous avez fait attention, qui concerne là des choses... plus triviales ? Oui, qui peuvent donner de l'appétit et qui, pour moi, ont toujours une saveur, une odeur. Alors, vous n'avez peut-être jamais goûté la guanabana, par exemple. Du tout. En jus de fruits, c'est quelque chose de génial. C'est vrai qu'à le lire, oui. Quand on lit vos descriptions des repas ou d'un mets ou voilà, d'une boisson, on sent tout de suite que vous savez de quoi vous parlez. Non, mais ça se sent dans les saveurs. Enfin, je dirais que si ce livre pouvait recéler des odeurs, on les aurait aussi, quoi. Oui, parce que Alero Carpentier, en fait, était cuisinier. Enfin, je veux dire, il aimait cuisiner. Et quand il invitait, c'était souvent lui qui préparait le repas. Non, puis sauf que c'est pas Alero Carpentier qui a écrit le livre, là. Non. Et vous, quand vous nous décrivez les mets ou les boissons, on y est, quoi. Ah ben, j'espère, oui, parce que c'est être capable de rendre compte des... Alors, je ne sais plus si c'est dans Coabana, je crois que c'est Conchita, la femme de Yamba, à un moment donné, qui raconte comment, finalement, on réussit la cuisine avec du rêve, avec la musique, avec... à consoler les gens aussi. Oui, et c'est très vrai, je trouve que c'est très vrai. Puis bon, il y a des choses qui sont savoureuses, par exemple les cafés. Les cafés au Venezuela, c'est extraordinaire. Là, j'en ai cité quelques-uns là, dans la rubrique Guayoyo. Donc c'est un nom de café, hein, mais pas de grain de café. De la manière de préparer le café, de servir le café. C'est-à-dire que nous, on a un café au lait, un café noir, etc. Non, là-bas, ils ont du guayoyo, du marron, du tetero, du colto, du grande, du con leche. Et tout ça, ce sont des différents cafés. Tout ça, oui, ils vous sont servis dans une tasse de différentes manières. Donc, et pour moi, c'est vivant. Je veux dire, c'est la vie qui est là-dedans. Au-delà des mots, c'est bien tout sûr. Un tas de choses, quoi. Oui, c'est toute odeurs, la poésie c'est presque de la poésie derrière. Absolument, quoi. Absolument. Donc, chers auditeurs, si vous souhaitez vous rendre au Venezuela, munissez-vous auparavant du rêve d'Alero Carpentier de Orinoco et voilà, potassez le glossaire et vous aurez le meilleur café qui vous convienne. Un peu plus haut dans la page, la cumbia. On connaît ici la samba, on connaît, etc. Mais il y a des danses extraordinaires. Ah oui, la cumbia, c'est... Oui, alors celle-ci, je la connaissais, c'est... Et puis voir les femmes danser la cumbia, c'est extraordinaire. Donc il y a tout ça. Je veux dire que quand on a connu un peu l'Amérique latine, ou quand on a envie de la connaître, on retrouve plein de choses extraordinaires. Disons qu'on peut la découvrir à travers l'écriture, mais aussi sa musique, mais aussi son café, et, voilà. Tous les aspects de la vie quotidienne. Quoi.
Et pour moi, l'écriture, justement, elle a cette puissance de laisser ouverte l'imagination, d'ouvrir finalement vers le monde. Et les mots ont à la fois l'émotion, la musique, les images. C'est La poésie. beaucoup plus fort pour moi Bien sûr. qu'un film, par exemple. J'aime le cinéma, c'est pas un Mais problème. oui. Mais il y a un côté immédiat là, alors que dans la lecture, dans l'écriture, il y a une saveur qu'on ne trouve pas dans l'image, quoi. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous ne faites pas l'impasse sur tous ces mots. Vous ne parlez pas de café, vous parlez d'un guayoyo, quoi. Voilà. C'est là. Et votre livre est parsemé de tous ces petits mots locaux qui font partie du voyage, Oui. finalement, pour le lecteur, quoi. Absolument. Donc je rappelle le titre de votre livre, donc le rêve d'Alero Carpentier, mais le deuxième tome s'appelle Orinoco, quand le premier s'appelait Quabana, donc toujours disponible bien évidemment aux éditions Apogée. Et nous on se retrouve demain pour nos 2 dernières émissions. À demain. Jean-Louis Quatrieux, Orinoco. Je regrettais mon absence de curiosité dans mes discussions avec Romulo Gallegos, où nous refaisions les contours de l'humain. Ces connaissances, à cet instant, m'auraient été utiles. J'avais aimé son roman, le meilleur à mon sens, Donia Barbara. Dans ce liano perdu d'Apure, je trouvais à travers les personnages tout ce qui habitait le monde. Le pire, violence, ambition, viol et, en même temps, le meilleur, cet espoir magnifique et fou de ceux qui portent des 2 mains à ciel ouvert, l'amour et la lumière dans leurs yeux. Penser à son histoire ne m'avançait guère. Romulo, président de la République, sauf concours de circonstances exceptionnelles, je ne voyais pas comment l'entretenir de mon projet. J'allais devoir me rabattre sur quelqu'un d'autre. Mes collègues à Ars, trop concentrés sur la question du comment faire de l'argent. Aucun ne semblait versé dans le genre. Alors, Otero, Uslar-Pietri, Frias. En y réfléchissant, je réalisais soudain combien nous étions seuls, Andrea et moi. À Cuba, nous avions des amis dans tous les milieux. Me parvenaient les échos des paysans, des ouvriers, des exclus en tout genre, leur générosité, leur solidarité. J'avais grandi grâce à eux, et ce n'est pas une figure de style que j'écris là. Mon cercle ici se limitait à des artistes, des journalistes. Je savais bien entendu ce que traversait le Venezuela. Je suivais les événements politiques au jour le jour. J'adhérais en conscience aux efforts déployés par les forces de gauche pour gagner leur pari d'une république digne de ce nom. Pour autant, rien de cette vie des gens de la rue, vendeurs ambulants d'arepas et d'empanadas, crieurs de glace pilée, au jus sucré de guanabana, de guayaba et de tamarindo, ou encore tous ces chanteurs d'occasion, reprenant jusqu'à plus soif cumbias ou joropos, ne me parvenaient aux oreilles. Je m'arrêtais chaque matin au kiosque à journaux, le temps d'échanger quelques mots avec Rezus et de lui donner une pièce de 50 centavos pour El Nacional. Il m'arrivait de faire quelques courses, mais sans avoir cette familiarité avec les commerçants cultivés par Andrea. Il y avait bien mon coiffeur, mais il s'essoufflait vite dès que je voulais sortir du temps qu'il faisait ou aller faire et des études de ses enfants. Inutile de penser à mes étudiants, sans tomber dans le ridicule. J'en étais là de mes réflexions quand l'idée me vint d'en parler à Gaillot. Cela ne le surprendrait pas. Lui qui s'infiltrait dans les vies de ses clients sans avoir l'air d'y toucher. Gaillot, un diminutif, noir de peau, cheveux blancs crépus, assis sur un petit tabouret en bois, une chaise pliante confortablement rembourrée devant lui et une boîte remplie de chiffons, de cirage, de brosses à reluire. 70 ans au moins. Quand je m'arrêtais, il me racontait les histoires collectées la veille, toujours savoureuses, au point qu'il m'arrivait de lui en emprunter. Il avait des mots, des expressions propres aux gens du Liano.
Je le soupçonnais d'en inventer aussi. J'avais proposé plusieurs fois, en plaisantant, de le remplacer à son poste pour 1 heure ou 2. Mais il me soutenait qu'il n'est pas donné à tout le monde de savoir parler au premier venu, et encore moins d'avoir le don de l'écouter. Un sage. Je regardais mes chaussures poussiéreuses. Pas de doute, un coup de cirage ne leur ferait pas de mal. À mon tour de l'embarquer dans mes affaires. Je descendais 4 à 4 les étages de l'agence et le trouvais à son emplacement habituel. Sourire aux lèvres en me voyant le rejoindre et m'asseoir. Quelle bonne surprise! Des mocassins de Cuba. Quoi de mieux pour démarrer la journée? Pressé? Pas particulièrement. 2 couches alors. Une pour nourrir le cuir, l'autre pour qu'il brille, la première gratuite et la seconde payée double. D'accord? À ta guise. Tout s'en va aujourd'hui, même le plaisir de marchander les prix. Tu ne sais pas la dernière? Pas plus tard qu'hier, une femme... Ah, je vois une petite mine, les sourcils froncés. Des sourcils? Des soucis? Non, j'aurais besoin d'un conseil confidentiel. Je suis votre homme. Je le fixais dans les yeux. Bon, pas la peine de se fâcher, tu as ma parole. Je cherche un guide pour la Grande Savane et l'Orénoque, et si je ne me trompe, ta famille est de là-bas, Gaillot. Du tourisme? Pas exactement. Une expédition? Quelque chose de plus modeste. 3 ou 4 semaines, tout au plus. Je ne connais personne capable de m'amener jusqu'au Huarajos ou au Guaibos, par exemple. Je m'intéresse à leurs instruments de musique. Ah, tu es bien le premier à me parler de ça. Dans ma jeunesse, ceux que j'ai croisés se préoccupaient uniquement de l'or. Tu peux m'aider, oui ou non? C'est à voir. Enfin, peut-être. Certainement. Il me faut un peu de temps. Tu sais, mon fils est presque aussi vieux que moi maintenant. Il s'est cassé le dos dans les mines pour un salaire de misère et je doute qu'il ait envie de se replonger dans la jungle. Les moustiques, je ne te dis pas. De vraies bêtes, surtout dans le delta. Tu n'en as jamais vu de cette taille. Long comme mon petit doigt. Il suffit de respirer par la bouche pour en avaler des tas. Tu ne voudrais pas me décourager par hasard? Rassure-toi, je sais à quoi m'attendre et rien ne m'arrêtera. Repasse la semaine prochaine. Parfait. Allez, finissons-en avec mes chaussures et raconte-moi ta fameuse histoire. Une femme? Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sars. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sars. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je retrouve avec plaisir notre invité de la semaine, Jean-Louis Quatrieux, venu nous présenter le 2e tome du rêve d'Aléro Carpentier, Orinoco, aux éditions Apogée. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Alors, depuis le début, c'est vrai qu'on parle de l'aspect un petit peu de la vie intellectuelle d'Aléro Carpentier, mais vous n'oubliez jamais, que ce soit dans le 1er tome et dans celui-ci, d'y inclure aussi la vie de la rue. Il est toujours à cheval un petit peu, il a toujours 2 pieds, un côté chez les intellectuels, mais aussi il n'oublie pas la rue, ce quotidien. Et là, il y a un personnage que je trouve très attachant qui illustre cette vie de la rue, c'est ce cireur de chaussures avec lequel il est ami. Et là, on a tous les potins de la rue, enfin, comment ça fonctionne. Oui, alors ça fait partie justement de la trame finalement d'un livre pour le rendre vivant, sur des approches comme celle-là. Il faut des personnages à inventer. Puis ça donne de la liberté. Ça donne évidemment de la liberté, tout à fait. Et en même temps, donc, ça ouvre vers des facettes
plus, je dirais, plus intime aussi des fois du personnage principal. Et donc, il y en a quelques-uns comme ça que j'aime beaucoup. Celui dont vous parlez, là, c'est Gaillot. Alors, il se trouve que c'est le surnom d'un ami que j'ai rencontré là-bas quand j'étais au Venezuela. Et donc, je l'ai repris à mon compte, évidemment. Hein. Il n'était pas cireur de chaussures du tout, cet ami, mais il venait d'un milieu très, très populaire. Et donc, ce Gaillot, évidemment, discute avec ses clients. Il a toujours une plaisanterie ou une petite anecdote à leur raconter. Donc, il va y en avoir comme ça à chaque fois qu'Alero ira le voir. Mais il va avoir un rôle en plus un peu particulier, parce que c'est lui qui va lui donner quelques clés pour les voyages qu'il veut faire en Amazonie. C'est un peu Radio Gaillot, quoi, quand même. Oui. Et donc, ce cireur de chaussures, c'est une habitude là-bas. Hein. Je veux dire que Oui. Quand vous allez en Amérique latine, c'est à chaque coin de rue, vous trouvez quelqu'un qui peut vous cirer vos chaussures. Et donc, c'est des personnages savoureux, c'est des milieux aussi qui permet aussi de rentrer dans des milieux qu'on ne voit pas au premier abord. Donc, ce sera le cas aussi pour Alero Carpentier. Et puis, il y a un autre personnage qui est, lui, kiosquier, qui s'appelle Jesus, qui est un homme engagé, là, politiquement, qui va lui donner la possibilité de trouver dans Caracas les journaux étrangers, donc qui va servir aussi d'émissaire à un moment donné, un peu obscur par rapport à coursier. Voilà. Et donc ces personnages, évidemment, sont ancrés dans la vie locale et dans un milieu qui n'est pas du tout celui de la grande société à laquelle Alero est confronté à travers son métier en particulier. Mais à la fois, ça correspond aussi à sa personnalité. Et lui, il a toujours été un petit peu... Il a toujours... il a 2 pieds, donc ça tombe bien. Un pied dans chaque milieu, quoi. Tout à fait. Comme si c'était pour lui vital et nécessaire d'avoir cet équilibre entre les milieux intellectuels, mais aussi le populaire. Oui, mais en fait... Dans sa jeunesse, à un moment donné, le père c'est dans le premier tome, hein, dans Coabana, son père Georges va abandonner sa famille. Donc il va se retrouver, Alero va se retrouver avec sa mère dans des situations très précaires. Et là, il va faire des petits métiers, hein, la distribution de lait, la distribution des journaux, etc. Donc il aura lui-même vécu. Il connaît la prôté du quotidien, quoi. Il connaît ce versant plus sombre de la vie des pauvres. Et puis, alors, c'est vrai que dans les années 20, les intellectuels, par exemple, à Montparnasse, à Paris, ne vivaient pas tous dans l'opulence. De même qu'au Venezuela, vous le dites très bien, dans les années d'après-guerre, le milieu artistique pâtit aussi, enfin ne vit pas non plus dans l'opulence, quoi. C'est souvent ils vivent chichement. Oui, tout à fait. Et Alero Carpentier, quand elle est arrivée à Paris, il était dans la misère. Hein. C'est-à-dire, et comme beaucoup d'exilés à l'époque politiques qui venaient de différents pays du globe. Non, c'était vraiment la misère. Ce qui l'avait sauvé, on en a parlé tout à l'heure, c'était sa série à la radio avec Fantomas. Mais autrement, c'était des périodes extrêmement dures du point de vue de la vie de tous les jours. Et c'était le cas pour beaucoup d'artistes, en fait. Hein. Donc il avait connu ça, et je crois qu'il ne l'a jamais effectivement quitté. Quelque part, il a toujours gardé les pieds dans cette réalité, là. Et puis peut-être aussi par fidélité au fameux Yamba de sa jeunesse, qui l'a initié aussi
Ah ben, Yamba représentait effectivement l'introduction à tout ce qui était culture métissée d'Afrique, etc. Et Cibran, qui était le bibliothécaire, lui, par rapport à l'histoire et la lutte pour l'indépendance de Cuba. Mais la lutte pour l'indépendance, elle était partout en Amérique latine à l'époque. Hein. Comme la lutte contre les dictatures, elle était partout aussi en Amérique latine. C'est terrible, quoi. Oui, et puis alors là, dans les années 40-50, ça alterne régulièrement entre dictatures, Avec, les coups d'État, les régimes, enfin c'est... Il y a toujours cet espoir d'inverser les choses, et puis toujours... cette déception quand il y a le coup d'État qui arrive, ouais, quoi. Ouais. Oui, c'est une période difficile qui a duré longtemps, parce que les dictatures en Amérique latine ont duré longtemps. Alors lui, il a quand même un rêve et vous savez nous le retranscrire. C'est vrai que quand il veut partir il veut remonter l'Orénoque, alors que bon, c'est quand même c'est très hasardeux en termes de C'est très dangereux. S'il tient à sa vie, bon, c'est peut-être pas forcément le meilleur voyage. Pour le touriste, c'est quand même sa vie est un péril, quoi. Oui, c'est pas le tourisme qu'on peut imaginer aujourd'hui. Voilà, c'est quand même assez périlleux. Oui. Et lui, il n'en démord pas, il veut y aller. Et c'est vrai que c'est pour nous aussi l'occasion d'aller dans ces tribus amérindiennes, quoi, qui vivent le long de l'Orénoque. Et alors, je sais pas, est-ce que vous, quand vous étiez au Venezuela, vous avez eu l'occasion Non, pas de remonter aussi loin qu'il va remonter. Moi, j'ai fait plutôt la partie basse de l'Orénoque. Bon, c'est peut-être un regret. Hein. Alors, donc du coup, j'ai pu l'imaginer d'une certaine manière. Et là, pour faire pénétrer ce monde-là pour Alero, j'ai créé un personnage qui s'appelle Nena, qui est un diminutif en fait, de quelqu'un qui est dans le cercle culturel espagnol de Rennes, qui est une métisse, elle aussi, dont on connaît. On ne sait pas trop de... Oui, c'est un mystère. Ses origines sont un mystère. Oui. Hein. Et donc, c'est elle qui va lui permettre de remonter l'Orénoque et de rencontrer donc, une des tribus, parce qu'il y en a beaucoup dans toute cette zone, c'est les Yekuana. Et on ne sait pas finalement... On peut imaginer qu'elle ait des liens affectifs, ou voire plus, avec cette tribu des Yekuana. Et donc, c'est elle qui va lui permettre de rentrer, je dirais, un peu dans la culture de ces Premières Nations, ces Amérindiens. C'est une femme... j'ai eu beaucoup de plaisir à la dessiner aussi, parce que c'est une femme forte. Et je trouve que les femmes, en général, sont très très fortes. Et c'est curieux, parce que j'ai un ami qui, à travers mes livres, s'était étonné, par exemple dans Nouvelles de Chine, que mes personnages principaux étaient souvent des femmes. Et effectivement, après coup, je me dis, mais il a raison. Parce que sur les 4 nouvelles c'est un livre qui s'appelle Nouvelles de Chine. Sur les 4 nouvelles, 3 les personnages principaux sont des femmes. Et je crois que quelque part ça traduit de manière inconsciente, peut-être chez moi, le fait que je trouve que les femmes sont beaucoup plus fortes que les hommes. Ah bah, celle-ci, elle a un caractère bien trempé. Hein. Elle ne se laisse pas monter sur les pieds. Oui, elle n'a pas froid aux yeux. Et elle, ça ne la dérange pas d'affronter l'Orénoque, quoi. Hein. Ah non, bah, tout à fait. Non, c'est... elle a aussi ses faiblesses, bien entendu, hein, mais l'image qu'elle donne, oui, c'est l'image de quelqu'un d'indépendant, quelqu'un de libre, qui sait où elle veut aller,
et qui a un attachement aussi profond avec ces tribus amérindiennes. Mais c'est vrai que les femmes, même quand, par exemple, voilà, parce qu'on a les 2 tomes, donc on peut faire des liens. Dans le premier, dans Quabana, où c'est vrai que tous ces auteurs, tous ces artistes qu'il fréquente à Montparnasse sont pour la plupart des hommes. Mais vous y ajoutez toujours alors les compagnes qui ont traversé sa vie quand il était à Paris, oui. Ou les compagnes des autres artistes, même si elles n'ont pas un grand rôle, vous les citez tout le temps. Il y a toujours quand même une touche de féminin oui. Parmi ce milieu masculin, quoi. Oui, je crois que ça fait partie des choses, mais qui ne sont pas forcément conscientes, tout le temps, je dirais, mais qui correspondent à des choses profondes, je crois. Il faudrait analyser ça. Il faudrait une petite séance. Bon, en tous les cas, c'est vrai que là, on va pas l'analyser, mais c'est un fait que les femmes sont toujours, même si elles n'ont pas un rôle de fait dans la vie, je dirais, important, vous ne les oubliez pas quand même. Elles sont toujours présentes. Oui, c'est vrai. Bon, là, en l'occurrence, cette Néna, elle a effectivement, un rôle, en plus de guide, oui. Ce qui est très... Oui, ce qui est significatif. Voilà, c'est un guide pour un héros. Elle introduit quand même avec les codes, parce que c'est aussi... on n'entre pas n'importe comment, on ne dit pas n'importe quoi, c'est quand même très codé. Oui. Des fois, on arrive avec nos gros sabots de gens dits civilisés dans ces cultures ancestrales et parfois on peut déclarer la guerre sans le vouloir, quoi. Absolument, oui, on peut être très maladroit. Oui, très maladroit. Et encore des fois le terme est un peu faible. En tous les cas, c'est vrai que ce livre est un vrai voyage à la découverte de la culture vénézuélienne, de ces artistes, du milieu bouillonnant de la culture vénézuélienne, et puis aussi, voilà, c'est aussi des paysages, c'est aussi, si on veut découvrir le Venezuela, une partie, enfin au moins s'initier, c'est vrai que ce livre est un très bon guide. Merci. Donc, Orinoco, le rêve d'Alero Carpentier, et donc celui-ci s'appelle Orinoco, quand le premier s'appelait Quabana, puisque ça correspond à deux époques de la vie d'Alero Carpentier. Donc, édité aux éditions Apogée. Nous, on se retrouve demain pour notre dernière journée. Ah bah, ce sera avec plaisir. Et en attendant, on laisse place à un petit peu de lecture en musique, comme d'habitude. À demain. Jean-Louis Quatrieux, le rêve d'Alero Carpentier. J'avais enfin dominé ma peur et je ne tremblais pas en grimpant dans ce piper jaune rayé de noir. Nous venions de décoller de Ciudad Bolívar. Une légère brume s'accrochait encore par endroits aux arbres. Je jetai un coup d'œil à Alejandro, le pilote. Un visage tout en angle, teint mat, mal rasé, glotte proéminente, cheveux frisés. Je lui donnais une 40aine d'années. Il portait la même tenue négligée qu'hier quand nous nous étions rencontrés dans son repère, un café bruyant à l'écart du centre-ville. Une allure de baroudeur, chemise, veste et pantalon en toile brune, leurs poches déformées par des objets dont je n'avais pas la moindre idée. Gaillot avait tenu parole. Je m'étais laissé convaincre de changer mes plans et de commencer par un vol au-dessus de la Grande Sabana avant d'aller naviguer sur l'Orénoque. Une affaire de quelques jours, une simple reconnaissance. Certains de ses clients se vantaient d'avoir accompli les premiers cet exploit, et il était facile pour Gaillot de leur tirer les vers du nez. Alejandro m'intriguait. Il détournait la conversation quand je l'interrogeais sur le propriétaire de cet avion et la rentabilité de son entreprise. Il assurait certes des liaisons vers l'île de Margarita et vers Cumana sur la côte pour récupérer du matériel léger, des médicaments ou des produits alimentaires. Souvent accompagné, et la place avec lui valait cher, ça au moins
je pouvais l'affirmer. Visiblement, la direction du Brésil avait sa préférence. Un trafic ? Mais de quoi ? Rien dans la carlingue quand nous étions montés, à part 2 sacs et plusieurs gros jerrycans d'essence derrière nos sièges. Des questions sans réponse, alors autant profiter du spectacle. Un bond dans un ciel sans nuages de 4000 pieds du grandiose. Le Caroni, au courant si impétueux vu de ses berges, n'était plus qu'un fleuve paresseux et noir. La jungle ressemblait à une tapisserie d'un vert sombre cachant je ne sais quel diamant ou quel or prêt à briller aux yeux d'aventuriers, de marchands et de prêteurs sur gages sans scrupules. Je voyais, avant eux, les premiers Espagnols, habités par ce mirage d'un Eldorado, s'enfonçant toujours plus loin dans cet univers insaisissable et 100 fois par jour recommencer leur signe de croix afin d'écarter la mort. Se taillant à la machette un chemin sans ciel et sans horizon, épiant les cris et les silences du jour et de la nuit autour d'eux, espérant encore, espérant toujours, dans leurs hallucinations, découvrir un royaume d'abondance. Et puis, les survivants, leurs rêves brisés, contraints de revenir sur leurs pas en laissant derrière eux jusqu'à leurs âmes. Le bruit régulier du moteur, une sorte d'état d'apesanteur, je me laissais trop porter par mon imagination. Nous survolions depuis 1 heure un grand plateau où la savane et la jungle se disputaient l'espace. Une légère inclinaison de l'avion et soudain « Penchez-vous, Alero, et regardez sur votre droite. Le lagon de Canaima. Vous voyez ces chutes ? Sapo, Acha, Ucaima, Golondima. Impressionnante, n'est-ce pas ? Je voyais des eaux bouillonnantes s'échapper d'étroits passages de roches. Je me retenais de lui dire que celle de Ciudad Guayana méritait le même commentaire enthousiaste. Il redressait déjà l'avion. « Et maintenant, levez les yeux devant vous !» Un géant venait d'apparaître. Puis un second et un troisième sur la gauche et d'autres encore plus loin. Une vue à vous couper le souffle. Une muraille de pierre d'au moins 1000 mètres soulevant la terre et la forêt à ses pieds. J'attendais cet instant, j'en avais rêvé depuis 2 ans. « L'Ollantaypuy, la montagne du diable !» m'exclamai-je. Quel dieu avait pu façonner ces titans et quel festin s'était tenu ici autour de ces tables ? Je savais, pour l'avoir lu quelque part, que chaque tépuy représentait une maison des esprits pour le peuple Pémon. Des sanctuaires que vous soyez un Kamara-Koto ou un Narekuna ou un Torepan, habillés de mythes vénérés et terrifiants à la fois. Nous allons la longer en allant vers l'est, la vallée des orchidées, les 1000 collines ensuite, puis le Chirun-Merun. Le Salto Angel. Rien de spectaculaire malheureusement, nous sommes en basse saison. Mais comment lui expliquer ? Contempler une chute d'eau, aussi haute soit-elle, ne pouvait me suffire. Ce qui m'importait était d'un autre ordre. Je me trouvais face à un réel plus grand que l'humain. Un réel d'avant l'humanité. Je voyais sous mes yeux la naissance du monde. Une scène de théâtre aux proportions gigantesques qui n'aurait en rien changé au cours de millions d'années. Peut-être se rapprochait-elle un peu plus des nuages lors de la saison des pluies. Ici, les montagnes mères, là, les routes de l'eau, tout me rappelait le Popol Vuh, où j'avais appris que toutes parlaient la langue du premier homme. Nous plongions déjà vers le sud, vers le domaine des grands monuments. Il pointait du doigt les taches minuscules des missions laissées très vite derrière nous en égrénant leurs noms. Kavak, Karamata, Kavanayen, Wanken, le Poji, Ikabaru. Aucun commentaire superflu, juste leurs noms. Mon regard sautait d'un côté à l'autre. Nous frôlions des colosses de pierre noire surmontés d'immenses terrasses. Kusari Tepuy, Topochi Tepuy, Ptari Tepuy, Akpan Tepuy, Cerro del Venado, Cerro del Trueno, Iru Tepuy. Chaos de blocs détachés, décrochements démantelés en escaliers, canyons éventrés, crevasses, abîmes. Au sommet, des dolines en forme d'immenses amphithéâtres, des champs de lapiès, des gouffres,
impossible de trouver un dictionnaire capable à lui seul de rendre la grandeur de ce paysage. Certains tépuis portaient sur leurs flancs des tuyaux d'orgue soudés entre eux comme pour jouer une symphonie dramatique et à jamais silencieuse. D'autres exhibaient à leur sommet, comme pour se moquer de nous, des chicots rocheux, des têtes aux yeux éteints pour l'éternité. Et, enfin, le mont Roraima, cette forme parfaite, polie par le temps des dieux, veillant à la frontière du Brésil. Place à la lecture dans Il était une fois un livre Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Place à la lecture dans Il était une fois un livre Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bonjour, aujourd'hui nous sommes vendredi, donc dernier jour de la semaine pour l'émission et en l'occurrence cette semaine pour notre rencontre avec Jean-Louis Quatrieux qui est venu nous parler d'Alejo Carpentier, donc ce grand écrivain latino-américain d'origine cubaine. Voilà, donc le rêve d'Alejo Carpentier, donc un premier tome qui s'appelle Quabana et le deuxième pour laquelle Jean-Louis est venu nous parler cette semaine qui s'appelle Orinoco et les deux aux éditions Apogée. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Donc, votre titre générique à ces deux tomes s'appelle Le rêve d'Alejo Carpentier. Donc, quel est-il ? Quabana, Orinoco ? Je crois que le rêve d'Alejo Carpentier était de devenir écrivain et que son séjour au Venezuela, qui est un long séjour, d'une quinzaine d'années, lui aura permis effectivement de remplir la promesse qu'il avait faite à sa mère d'écrire et évidemment de publier, d'être traduit dans 20 ou 30 langues, d'être publié par les plus grands éditeurs, d'abord en espagnol, au Mexique ou en Argentine, et puis ensuite en France chez Gallimard. Oui, parce que finalement, il n'était pas, quand il a écrit, c'était pas spécialement pour le public vénézuélien. C'était, non, pas du tout. Non, son objectif était beaucoup plus ambitieux que cela. C'était de créer une nouvelle ouverture dans la littérature avec ce qu'il a appelé finalement le réel merveilleux, qui est de dire que si on regarde la réalité, on peut la découvrir dans des facettes absolument fabuleuses. Donc, que ce soit d'ailleurs dans les arts, alors il fait des voyages, et il retrouve justement ces grandes choses créées par l'être humain au Mexique ou ailleurs. Et donc voilà, l'ambition était celle-là. C'était aussi sans doute de dire peut-être que après les surréalistes en Europe, que l'Europe allait connaître une période un peu plus décadente quelque part, et qu'il y avait un espace à créer pour l'Amérique latine, à travers son histoire, à travers son métissage, à travers le quotidien, les choses ordinaires aussi de la vie. Donc je crois qu'il a réussi son entreprise. En partant du Venezuela, évidemment son œuvre va continuer, puisqu'il va vivre, décéder en 1980, mais c'est vraiment le Venezuela qui aura été la fondation de sa création. Alors vous dites qu'il s'inscrit un petit peu dans cette veine du réel merveilleux. Oui. Et j'ai eu le sentiment, à travers la lecture de votre livre, que plus on avançait, plus les années passaient,
il devenait paradoxalement plus mélancolique, il y avait une espèce de mélancolie qui se dessinait, alors que dans ses écrits, il était justement dans cette volonté du réel merveilleux. Ouais. Je dis, tiens, c'est étonnant. Oui, alors ça, je pense que c'est lié à l'activité alimentaire, je crois qu'il avait dans cette agence Ars. Un peu désabusé, quoi. Oui, parce qu'il avait... Bon, il fallait qu'il ait les moyens de vivre et donc il fallait qu'il supporte quelque part des logiques économiques. La médiocrité de ses collègues. Voilà, donc... mais Ars n'était pas n'importe quelle agence publicitaire quand même, parce que l'idée du fondateur était d'attirer dans son agence des grandes figures artistiques pour que justement elles aient œuvre créatrice quelque part en même temps. Qu'elle relève le niveau un peu. Voilà, pour la radio, etc. Mais en même temps, c'était de la publicité. Donc il y avait cette ambiguïté permanente entre la volonté d'initier des choses nouvelles, de créer, et puis en même temps de vendre. Entre la vulgarité et la créativité. Voilà. Quoi. Et donc je pense que le séjour d'Alero aura été marqué quand même profondément par ça. D'ailleurs, il s'en plaint régulièrement. Mais ça ne l'a pas empêché, je crois, de partir justement dans des mondes imaginaires où le temps, finalement, quelle est la différence entre le passé, le futur, le présent. Il pouvait mélanger tout ça finalement et donc créer un réel qui soit complètement différent de ce qu'on c'était peut une manière aussi de mettre dans les apparences, quoi. Peut-être aussi une manière de compenser et de supporter oui, non, tout à fait. Alors votre livre s'arrête en 1959. Donc Alejo Carpentier est décédé en 1980. Est-ce que vous avez l'intention de relater ces 20 dernières années? Alors c'est une grande question que je me pose moi-même. Ce serait une évolution logique. Et puis nous, ça nous permettrait de l'accompagner jusqu'au bout, Alejo Carpentier. Absolument, ce serait... Et non, il y a beaucoup d'interrogations là qui finit sa vie à Paris. Qui m'habitent. Oui, il va terminer il va devenir... il va travailler à l'ambassade parisienne, mais il va avoir un titre un peu particulier, qui est un titre de ministre, et il va s'occuper en fait de la représentation culturelle de Cuba non seulement au niveau de la France, mais au niveau de l'Europe. Donc il va être dans une position très, très, très particulière, mais c'est vrai qu'il va avoir dans sa dernière période de sa vie, il aura rencontré Fidel Castro, que l'on voit apparaître à la fin du livre, et il va rester fidèle après à la révolution cubaine. Toujours avec jusqu'au bout. C'est vrai qu'il est très sensible à ce côté culture, éducation du peuple, qui était aussi la révolution cubaine à ses débuts, quoi. À ses débuts, absolument, oui. Je pense qu'il va se retrouver dans des positions plus délicates à un moment donné, parce que la révolution cubaine n'aura pas que des aspects positifs, en particulier vis-à-vis de certains intellectuels. Je pense à un poète qui s'appelle Eberto Padilla, pour lequel des voix fortes se sont manifestées quand il a été emprisonné, puis exilé. Et donc il va se retrouver dans des positions sans doute quelque part contradictoires aussi en même temps. Mais c'est une période de sa vie qui est probablement plus institutionnalisée, donc qui laisse moins de prise sans doute à justement ses aventures, ses voyages, ses découvertes, ce passage dans d'autres mondes. Là c'est plus codifié, c'est plus rigide, plus contraint, quoi. Plus contraint.
Et donc voilà, ce sont des questions qui font que pour l'instant je ne sais pas. Et puis j'ai entrepris un autre projet qui est d'ailleurs à peu près terminé là maintenant. Donc c'est vrai que je vais avoir reprendre ma liberté en quelque sorte et que je pourrais éventuellement revenir vers lui. On verra. Pour l'instant, rien n'est décidé. Bon, alors on verra si les auditeurs auront le plaisir de connaître la suite à travers vos livres. On verra. Le Venezuela, après, il n'y est jamais revenu. Alors, il est peut-être retourné, mais pour des voyages courts, pour retrouver des amis, des choses comme ça. Mais non, il n'a pas séjourné après de manière importante là-bas. Et vous ? Alors moi, le Venezuela, oui, j'y suis retourné de nombreuses fois après mon service militaire, parce que j'ai été pendant 4-5 ans chargé par le ministère des Affaires étrangères de suivre les actions de coopération que la France avait non seulement avec le Venezuela, mais aussi avec la Colombie. Donc tous les ans, je faisais une mission qui m'amenait dans les différentes universités. Pas toutes, hein, bien sûr, parce que la France n'avait pas des coopérations avec toutes les universités, mais dans certaines universités pour faire le point avec les collègues qui étaient engagés dans ces actions de coopération. Donc oui, le Venezuela, et puis bon, je faisais la boucle en quelque sorte jusqu'à la Colombie. Ça, c'était des moments, des choses formidables, quoi, hein. Et en parlant de ça, je peux vous dire aujourd'hui que je souffre beaucoup des situations qui sont vécues là-bas, parce que j'y ai encore des amis. Je croyais que la Colombie allait rentrer dans une phase de pacification et de réinsertion, je dirais, de ceux des rebelles dans une vie politique démocratique. Et donc pour ce qui concerne la Colombie, c'est vrai que je vois que l'histoire est loin de se terminer pacifiquement pour l'instant. Et quant au Venezuela, c'est le drame pour moi parce que j'ai des amis là-bas qui me donnent régulièrement des échos de leur vie de tous les jours et qui me disent évidemment que c'est très difficile de trouver à manger. Certains même me disent qu'ils achètent un poulet tous les 15 jours, hein, donc qui le coupent en tout petits morceaux, c'est dramatique pour moi quand j'ai connu un pays qui était en pleine liberté déjà. Avec un potentiel... Liberté d'opinion, un système de santé qui était complètement opérationnel, un système éducatif, justement dans le cadre d'une collaboration avec la France, qui avait des perspectives absolument immenses, quoi, qui était autonome aussi sur le plan alimentaire. Et voir l'état dans lequel il se trouve aujourd'hui, quelque part, c'est un drame. Je ne suis pas allé là-bas pour faire mon service militaire en coopération pour voir ça. Enfin, j'aurais jamais imaginé qu'on puisse revenir comme ça en arrière. Et donc, bon, voilà, je pense à eux. Je n'ai même pas pu envoyer le livre Orinoco, puisque les courriers sont rompus avec... on ne peut plus envoyer de courrier au Venezuela. C'est vrai que c'est un pays qui ne fait pas forcément la une des journaux. Non, il y en a d'autres, hein, certainement, qui souffrent aussi beaucoup et qui ne font pas non plus la une. Bon, celui-là, il se trouve que moi, quelque part, je lui appartiens, hein, d'une certaine manière. Et donc, je suis plus sensible, évidemment, à ça que pour d'autres pays. Mais c'est dramatique. C'est dramatique. Alors, pour terminer, j'aimerais que vous m'expliquiez quelque chose. Je sais que vous êtes un chercheur scientifique reconnu.
Et on a pour habitude, pour mauvaise habitude, d'opposer les scientifiques aux littéraires. Or, vous êtes l'exemple même de cette alliance du scientifique et du littéraire. En fait, c'est pas du tout antinomique. Alors, ça dépend sous quel angle on le prend. Effectivement, c'est une réflexion qu'il faut que... Comment vous arrivez à allier vos deux carrières? À un moment donné, je ne pourrais pas faire l'économie d'une réflexion approfondie sur ces questions. Alors, je pense que comme le littéraire a un instrument formidable qui est la langue, qui est l'écrit, qui est le mot, les mots, les phrases, la musique qu'on peut en tirer, les émotions qu'on peut en tirer, je pense qu'un scientifique, en particulier dans mon domaine, qui est plutôt proche des mathématiques, quelque part, il a aussi ces mêmes instruments, enfin, c'est pas les mêmes instruments, il a aussi ces instruments de base, je dirais. Alors, ce sont des équations, résolution d'un système d'équations, l'algèbre, l'analyse numérique, des choses comme ça, les probabilités, enfin, il y a tout un tas d'instruments, je dirais, qu'on a à notre disposition. Donc, on a ça d'un côté et de l'autre. La possibilité de manier des équations, de les résoudre d'un côté, la possibilité de jouer sur les mots, de construire des phrases, des livres, des récits, de l'autre. Mais si on n'a que ça, ça ne suffit pas, bien entendu. Il faut que dans l'un ou l'autre cas, on ait d'autres pas instruments là. C'est plus quelque chose qu'on manipule de manière un peu automatique. Non, non. Là, après, il faut avoir de l'imagination, il faut avoir envie de créer des personnages, envie de raconter des histoires d'un côté. C'est plus difficile avec des équations, hein? Non, parce que derrière, les équations ne sont qu'un moyen à un moment donné qui va être nécessaire pour développer une idée, pour développer un lien, parce que souvent la recherche se fait par relation entre des choses qui sont étrangères l'une à l'autre et qui brusquement vont se rencontrer dans une idée et qui va à ce moment-là être après à développer sur le plan de l'instrumentation même. Mais l'intuition, l'imagination de départ, elle est d'un côté comme de l'autre, elle est nécessaire. Après, on a des instruments différents qui nous permettent d'arriver à la fin de quelque chose. Donc, quelque part, je me retrouve de ce côté-là. Et puis, je crois qu'il faut, de toute façon, aimer les choses. C'est-à-dire que si on n'a pas cette passion à la fois pour les mathématiques, parce que les mathématiques, ils peuvent vous amener dans des espaces absolument fabuleux, hein, qui sont si vous les le dites. espaces 3D euclidiens qu'on connaît. C'est des espaces dans lesquels vous pouvez imaginer des formes, imaginer des lignes qui non, non, je vous assure. J'ai confiance. Et donc, la passion, je crois que c'est le moteur de tout ça, le plaisir, bien sûr, le bonheur d'arriver aussi à quelque chose. Tout ça fait partie des éléments communs, je pense. Et on sépare peut-être trop les scientifiques des littéraires ou des artistes. Moi, je peux vous assurer que certains scientifiques sont des très grands lecteurs de livres. Et je voulais justement profiter pour rendre un hommage à un ami qui vient de disparaître, qui était un grand lecteur, donc, en particulier de mes livres, mais pas seulement de mes livres, parce qu'il lisait beaucoup le soir. Donc, il était chercheur dans un domaine qui n'est pas le mien, qui est plus proche de la biologie. Il a beaucoup travaillé sur les problèmes de fertilité et d'infertilité qu'on retrouve aujourd'hui à cause de tout un tas de cochonneries, de pollution que l'homme a généré dans le monde. Et donc, j'en profite pour lui rendre un peu hommage parce qu'il vient de décéder. Il n'avait pas 70 ans. Il s'appelle Bernard Gégou.
Je crois qu'il y a un hommage qui sera fait aussi dans les journaux et par un certain nombre de personnalités. On a beaucoup de choses en commun. En particulier, lui et sa famille venaient de Kergris-Moilou, dans les Côtes-d'Armor, et moi, ma famille, côté paternel, venait de Saint-Nicolas-du-Pélem. Et quand on se retrouvait, évidemment, on parlait toujours de ça. Et il se trouve qu'à Kergris-Moilou, je ne suis pas retourné depuis quelques temps, il y a un arbre creux, un chêne magnifique, mais qui est creux, et dans lequel, évidemment, quand on était enfant, on se prenait en photo, etc. Et donc, on a ce lien avec la terre du centre Bretagne, de l'intérieur des terres, qui est le titre d'un de vos livres de poésie. Et pour lequel vous étiez venu déjà sur les ondes de Fréquence 8, ah oui, vous le présentez. Oui, et donc Bernard fait partie de ceux qui ont construit non seulement une discipline, mais en même temps un grand institut qui s'appelle l'IRSET à Rennes, qui fait 250 ou 300 personnes aujourd'hui, qui est un institut assez unique dans le monde, dans la mesure où il réunit des gens de disciplines différentes qui vont de l'épidémiologie, donc la santé, le suivi des cohortes de malades, etc., et des statistiques qui sont faites, par exemple sur la pandémie, mais sur beaucoup d'autres choses, jusqu'à des collègues impliqués en environnement, et qui essayent justement d'embrasser toute la complexité, finalement, autour de la santé, entre les questions de génome jusqu'aux questions de population, et en tenant compte de l'environnement dans lequel nous sommes. Et donc Bernard était... Faire communiquer un peu une interdisciplinaire. Oui, quoi. alors ça c'est fortement interdisciplinaire, mais en même temps ça reflète toute la complexité du monde, je dirais, puisqu'on passe d'une échelle de génome jusqu'à une échelle de l'environnement complet. Donc Bernard était capable de construire cet institut, et c'est, je crois, la dernière opération fondamentale qui a eu lieu sur Rennes ces dernières années, de regroupement de toutes ces compétences. Et donc, pour moi, c'est évidemment aussi un drame, parce qu'il est parti beaucoup trop vite, et il avait encore beaucoup de choses à nous dire. Et en particulier, il était très attaché à ses parents, parce que son père avait été un grand résistant. Il a été déporté, d'ailleurs. Il a réussi à se sauver de ça. Et donc, il avait l'intention, depuis très longtemps, de se raconter cette histoire de résistance dans les Côtes-d'Armor. Et je crois que malheureusement, il n'aura pas eu le temps de le faire. Et donc pour nous, c'est à la fois sur le plan scientifique et sur le plan humain. Et sur le plan humain, une grande perte. Donc merci m'avoir permis de lui rendre hommage aujourd'hui. Eh bien écoutez, c'était avec plaisir déjà de vous avoir reçu. J'ai cru comprendre qu'on aura l'occasion de nous revoir. Ah oui, je compte bien être présent le 3 juillet pour la fête des mots, c'est ça? La fête des mots, et puis sur les ondes, oui, à Montfort, et puis sur les ondes aussi, puisque je pense qu'il y a d'autres livres en devenir. Donc voilà, merci beaucoup pour votre disponibilité. Non, merci à vous surtout. Merci et puis je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Jean-Louis Quatrieux, Orinoco. Les journaux et les hebdomadaires s'arrachaient depuis le coup d'État. Les radios retrouvaient leur voix, la presse prenait sa revanche après avoir été si longtemps bâillonnée, et les journalistes mis à l'index ou cloués au pilori pouvaient de nouveau manger et vivre de leur métier. Je n'échappais pas à cette soif inépuisable d'informations, tellement elle faisait l'objet de discussions passionnées dans les salons comme dans les rues. Les gens échangeaient, argumentaient, se fâchaient, le ton montait, les invectives pleuvaient. Allait-il en venir aux mains ?
Ils s'embrassaient la minute suivante aux grandes dames de quelques parieurs prêts à soutirer de l'argent aux spectateurs. Le sang chaud espagnol valait bien l'africain, et en mettant les deux ensemble, et puis de cet art de la comédie, ce goût d'attirer le public pour les uns, de s'offrir un spectacle gratuit pour les autres. Tous les jours que Dieu fait, vous imaginez, et pendant plus de 2 ans. Il ne faisait de doute pour personne qu'Action démocratique, pour avoir ouvert la voie au changement, gagnerait la mise, à moins d'une catastrophe. Miguel Otero Silva et Arturo Uslar Pietri étaient persuadés d'être sur le bon chemin. Comment leur donner tort ? Je ne pouvais que saluer nombre de mesures prises. Le rétablissement des garanties constitutionnelles, les augmentations d'impôts sur les plus riches et sur les entreprises, les poursuites pour enrichissement personnel envers Isaías Medina Angarita et d'autres dirigeants mouillés dans leurs sinistres affaires. Les reprises de contrôle par l'État de l'éducation, de l'école primaire aux universités, entraînaient manifestations et contre-manifestations. Le retour dans le giron public d'infrastructures comme l'aéroport international de Mequetia faisait hurler les actionnaires de tout poil. Les négociations avec les entreprises étrangères exploitant le pétrole avaient abouti à la règle du 50-50 entre intérêts privés et ressources d'État. Cette mesure de simple bon sens faisait tache d'huile jusqu'à l'Arabie Saoudite. La création d'un ministère du développement dont les missions allaient de l'agriculture aux ressources minières et à l'industrie portait beaucoup de promesses. Après épuration et restructuration, les militaires n'étaient pas en reste dans les initiatives avec la création d'une nouvelle force, l'armée de l'air. Si le panel de juristes chargés de préparer la nouvelle constitution mettait les bouchées doubles, la société bougeait incontestablement elle aussi. Le débat démocratique s'enrichissait avec un parti chrétien-démocrate regroupant les forces conservatrices et libérales, des syndicats, comme celui des travailleurs de presse auxquels je donnais mon obole, se créaient. Le parti communiste rajeunissait ses modes d'expression en lançant un quotidien, El Popular. Comme Resous en faisait une promotion éhontée, je prenais un malin plaisir à le provoquer. « Tu n'es pas d'accord avec le suffrage universel, avec les privatisations ?»« Si, hombre, mais je vois ce qui se passe dans les quartiers. Le vote, c'est très bien, mais du pain et un toit, c'est encore mieux. » Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mère, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sars. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.